Il est temps de retrouver Claire Louet pour notre page L'été en Bretagne. Et quel décor ce soir, Claire, vous nous invitez en baie de Morlaix. C'est à Carantec, face au château du Taureau et à l'île Louette que nous entamons ce périple. Cette semaine, en effet, nous avons décidé de vous emmener au bout du monde, de l'archipel de Molène à la Pointe du Raz en passant par les îles de Saint et Ouessant. Première étape ce soir au château du Taureau. Alors vous le verrez, c'est l'un des joyaux de la baie de Morlaix à l'entrée de la baie. Suivez le guide, le gardien des lieux veille jalousement sur cet édifice que l'on visite au gré des marées. Au petit matin, Gilles quitte Carantec à bord de ce Zodiac pour aller travailler. Un petit mille marin à peine à parcourir, juste le temps d'en prendre plein les yeux face au trésor de la baie de Morlaix. L'île Louette et son phare, le château du Taureau. Je dis souvent qu'il ressemble à Fort Boyard, mais en fin de compte c'est l'inverse, puisque celui-ci a 100 points de plus. Donc c'est Fort Boyard qui ressemble au château du Taureau. À Mariotte, on croit qu'il est posé sur l'eau, qu'il flotte. C'est un vaisseau de guerre. Voilà, qui est prêt à contenir les Anglais en cas où ils reviendraient nous attaquer. Et là, c'est devenu votre bureau? Voilà, c'est mon bureau. Un drôle de bureau en pierre, c'est sûr. Gardien du château du Taureau depuis 2013, Gilles s'occupe de la logistique et de l'accueil. L'édifice construit en 1542 par François Ier pour protéger Morlaix de l'ennemi anglais est ouvert au public du printemps à l'automne. Le lieu, réputé imprenable, était l'une des pièces maîtresses de la défense française imaginée par Vauban. La stratégie de Vauban, elle est simple. Sous mes pieds, des grandes portes rouges quadrillées. Ce sont des pièces qu'on nomme des casemates. À l'intérieur, on positionne des canons. Et là, c'est comme à la bataille navale. Malheureusement, les moyens financiers ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Les casemates trop petites s'enfument si vite qu'il faut attendre 10 minutes entre chaque coup de canon. Mais le château joue son rôle de dissuasion. Par sa dimension, par sa construction, il a suffi à épouvanter l'ennemi. Mais pour le coup, à cette époque, le matériel était quand même assez défectueux. Les gardes étaient des invalides, du domaine des invalides à Paris, donc des hommes à qui manquait un œil, un bras, une jambe. Donc oui, l'intérieur n'était pas à la hauteur du bâtiment. Et pour le coup, si les Anglais avaient été bien informés, je crois qu'ils n'auraient pas hésité à attaquer le lieu. Classé monument historique, le fort restauré en 2000 a eu plusieurs vies. Nul doute que ses occupants, soldats ou prisonniers, sont tous tombés sous le charme d'un panorama exceptionnel. Car oui, le fort servit aussi de prison. On y embastilla le révolutionnaire Blanqui, mais aussi des aristocrates sulfureux dont les familles voulaient se débarrasser. Selon comment la famille payait, plus elle payait, plus la personne avait davantage, de la crème, du papier, des crayons, du vin. Il y en a même certains qui mangeaient avec les officiers, c'est pour vous dire. Voilà. Et puis une fois que la famille ne payait plus, la personne était renvoyée à terre. Terminé. Fini la prison dorée. Monument atypique, le fort du château du Taureau dispose de bien des atouts pour transporter le visiteur dans le temps. Jusqu'à son pont-levis, le seul en mer en fonctionnement dans toute l'Europe, le gardien n'en est pas peu fier. Certains soirs, on entend des bruits étranges provenant du château du Taureau, probablement quelques fantômes égarés de corsaires ou pirates. Un imaginaire qui a inspiré l'enfant du pays, il s'appelle Thierry Danielou. Il est dessinateur de bande dessinée par passion et il a créé un personnage qu'il incarne lui-même en chair et en os. Nous l'avons suivi dans les rues de Roscoff. Alors, est-ce que vous savez faire la différence entre un corsaire et un pirate? Le corsaire travaille pour le roi, travaille pour un armateur ou un négociant, bien sûr. Et le pirate, il pille les navires, il les coule, l'équipage avec, et il prend toutes les marchandises pour lui. Le capitaine Morgan Roscoe est un corsaire, évidemment. Un personnage fictif qui semble tout droit sorti d'un livre d'histoire. Depuis plusieurs saisons, ce fils imaginaire de paysan du Léon fait revivre le passé de Roscoff. Alors ici, vous êtes dans la plus vieille rue de Roscoff. Il suffit de lever la tête et regarder ces fameuses demeures des riches négociants. Avec celle-ci en particulier, vous avez un balcon tout en granit et sculpté. Si vous regardez tout en haut, vous avez des fenêtres qui sont ciselées et sculptées. Ah, mesdames. Bien avant les oignons des Johnnies, le commerce des graines de lin fit la richesse de Roscoff. Mi-18e, la ville se spécialise dans un trafic plus lucratif, la contrebande. Les Anglais ont instauré des taxes pour financer les guerres. Roscoff, toute proche, devient une plaque tournante. C'était la contrebande de thé, de tabac et d'alcool. C'est pour ça que vous avez de belles demeures d'armateurs, parce que c'est grâce à la contrebande que l'église a été construite.
J'ai vu des choses que je ne pouvais pas identifier, mais maintenant je les identifie parce que je passais devant régulièrement, mais sans connaître. C'est un peu rébarbatif de lire dans les livres des fois l'histoire, alors que là on apprend plein de choses de manière sans s'en rendre compte. La carrière du capitaine Roscoe a débuté sous forme de bulles et de planches. Passionné par la mer, Thierry Danielou a fait du capitaine corsaire le héros de sa bande dessinée. Une BD nourrie des histoires du pays, des récits de naufrage, forcément. Ici à Roscoff, juste à côté, on a des histoires incroyables. Vous avez l'Alcide. Donc l'Alcide, c'était un navire de 150 tonneaux avec 200 hommes d'équipage à bord. Sur les 200 hommes d'équipage, il n'y en a que 80 survivants, dont certains survivants ont été récupérés au château du Taureau. Et il a fait naufrage, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de balisage dans la baie de Morlaix. Moi, je suis juste qu'un passeur, on va dire, comme un passeur d'images et un passeur d'histoire. Thierry Danielou achève le tome 2 de Morgane Roscoe, sorti espéré à la fin de l'année. C'est la fin de cette page été. Demain, nous partirons explorer le plus grand champ d'algues d'Europe. Il s'agit de l'archipel de Molène.